Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Personne morale de Justine Augier, lu par Mathilde Roch. Cet ouvrage est un récit littéraire qui s'appuie sur un travail d'enquête et de documentation sans prétendre à l'exhaustivité. La matière collectée a été travaillée pour lui donner une forme narrative et quelques faits ont été modifiés afin de protéger certains protagonistes. C'est notamment le cas pour les noms, les postes et la chronologie des vies personnelles des employés syriens de Lafarge. Dans un immeuble proche de la rue Saint-Lazare, un long couloir conduit au fond d'un appartement sombre transformé en siège d'association au petit bureau de Marie-Laure Gouisselin, Babaka Tracy Mpoutou et Sarah Brimbeuf, à l'œuvre en plein été. La première est juriste, doit avoir un peu moins de 35 ans alors et travaille pour l'association depuis quelques années. Les deux autres n'ont pas 25 ans, sont élèves avocates et commencent un stage de 6 mois. Concentrée dans ce petit bureau parisien, elle travaille comme on travaille l'été, dans le calme, sans trop de comptes à rendre, accordant peu d'importance aux vêtements que l'on porte, avec cette impression d'espace gagné dans la ville qui donne celle d'avoir le temps. Leur tâche est immense. En ce mois de juillet 2016, elle commence à échafauder une plainte contre le cimentier Lafarge, une multinationale colossale et tentaculaire, des centaines de filiales et de holdings, d'échelons et de coquilles vides, des dizaines de milliers d'employés, des milliards d'euros de chiffre d'affaires et des centaines de millions de tonnes de ciment produites chaque année partout dans le monde. Elles sont trois, n'ont pas d'autres ressources que le jus de cerveau qu'elles produisent ensemble, l'expérience de Marie-Laure, leur ingéniosité et le soutien de l'association qui les emploie. Elles savent qu'elles doivent venir à bout d'une montagne et que, lorsque la plainte sera déposée, elles se retrouveront face au plus puissant cabinet d'affaires de Paris, à une armée d'avocats et de juristes aux ressources démesurées qui tenteront de tout défaire. Elles ignorent si leur entreprise est naïve ou ambitieuse, s'y consacrent sans tenter de la qualifier, simplement parce qu'elle leur semble juste et à leur portée. Elles connaissent le rapport de force, mais ne se laissent pas impressionner, se réfugient dans le droit, s'abritent dans le plan qu'elles ont composé et dont elles connaissent les moindres recoins, œuvrent avec patience à étoffer peu à peu le squelette de la plainte dont Marie-Laure a décidé qu'elle serait solide et étayée. Le président de l'association lui a souvent répété que 2 pages pouvaient suffire, mais elle a choisi une autre voie, fait à sa façon, refuse le moindre risque d'un classement sans suite. Elle croit au poids du travail, veut laisser aussi peu d'espace que possible au doute, anticiper les critiques et y répondre, baliser, planter les repères pour que les juges ne se découragent pas, les conduire et ne pas les lâcher, sans jamais forcer, s'assurer qu'ils voient se dessiner peu à peu un irréfutable faisceau d'indices graves ou concordants. À part leurs collègues de l'association, personne ne doit savoir à quoi elles passent leur journée. Elles œuvrent dans le secret, travaillent bien ensemble, sans querelle, chacune tentant d'identifier la meilleure façon de se rendre utile. Elles travaillent dans le calme, mais beaucoup, avec confiance, avancent à petits pas sans perdre de vue la mesure de ce qu'elles savent pouvoir accomplir. Elles travaillent le soir aussi, ont l'impression de vivre Lafarge. Quand elles en parlent et qu'on risque de les entendre, elles disent juste « elle ». Et cette initiale a le pouvoir de faire surgir l'histoire. Pour que leur cimenterie syrienne de Jalabia continue de tourner malgré la guerre, les responsables de la multinationale et de sa filiale auraient financé des groupes armés, dont Daesh, sans pouvoir ignorer les crimes commis par ces groupes ni leur gravité. Ils auraient aussi mis en danger la vie de leurs salariés syriens qui devaient chaque jour passer des heures sur les routes pour se rendre à l'usine et en revenir, franchissant des checkpoints à l'aller puis au retour, se faisant attaquer et kidnapper parfois, alors que les dirigeants avaient jugé la zone trop dangereuse pour que leurs salariés expatriés continuent d'y travailler. Marie-Laure, Tracy et Sarah étudient, répertorient et font parler les centaines de pièces qu'elles ont rassemblées, des messages, des contrats, des factures, des rapports, des articles, des cartes et des captures d'écran. Elles créent, pour s'en sortir, un tableau monstrueux, horrible, inimprimable, dans lequel personne d'autre ne peut se retrouver et naviguer.
Les 3 juristes veulent entendre les voix des anciens employés syriens de Lafarge, grâce auxquels a été révélée l'histoire dont ils forment le cœur. Pour la traduction, elles se débrouillent. Certains maîtrisent assez l'anglais. Tracy recueille la parole de ceux qui ont appris l'allemand en exil et, pour les hommes qui ne s'expriment qu'en arabe, elles font venir leur directrice, qui a longtemps travaillé au Moyen-Orient et parle parfaitement la langue. Elles reçoivent ces récits pleins de peur et d'injustice, font entrer avec précaution les mots prononcés dans la plainte, leur trouvent une place pour aider à caractériser telle ou telle infraction, les laissent aussi infuser et imprégner le récit. Chez Marie-Laure, ces témoignages viennent en rejoindre d'autres, recueillis au fil des années. Les mots des ouvrières du Bangladesh, qui lui ont parlé de façon clandestine après l'effondrement du Rana Plaza, les mots des ouvriers indiens employés par une filiale de Vinci au Qatar pour préparer la Coupe du monde de football, les mots des travailleurs agricoles embauchés dans les plantations de canne à sucre détenues par Bolloré au Cameroun. Elle l'ignore encore, mais tous ces récits sont en train de fissurer quelque chose en elle, de façon profonde. Aujourd'hui, à leur simple évocation, sans doute aussi au souvenir du silence auquel ils ont été voués, les larmes montent aux yeux de cette femme aux cheveux châtains striés de mèches claires, très longs et toujours coiffés sur le côté, dont les yeux noisettes semblent ne jamais s'éteindre et dont la parole s'emballe parfois, émaillée de mots empruntés à la langue du droit qu'elle s'empresse de traduire quand ils surgissent, une parole vivante et pleine d'éclat, qui persiste à vouloir dire et révéler. Souvent, les lèvres de Marie-Laure dessinent un sourire incrédule, tandis qu'elle raconte les choses les plus affreuses, comme si, malgré tout ce qu'elle avait vu et entendu, elle commençait toujours par l'étonnement, cet exact opposé du cynisme. L'image des 3 à la tâche me captive, avec leur horrible tableau qui leur mange l'esprit, les pièces, les liens qu'elles établissent entre les pièces, leur détermination, l'attention que Marie-Laure porte aux 2 autres pour s'assurer qu'elles supportent, la façon dont elles laissent leur téléphone dans une autre pièce avant de se retrouver pour parler à voix basse de l'affaire, le visage fin aux pommettes saillantes de Tracy, les heures passées devant leurs ordinateurs dans le silence, leurs 3 regards francs et animés, les suggestions qu'elles se font parfois quand les idées les traversent, brisant le silence du petit bureau d'une voix qu'elles tentent de maîtriser, le visage enfantin et semé de taches de rousseur de Sarah, le rire crépitant de Marie-Laure qui surgit devant une trouvaille, leurs efforts pour assembler le puzzle, pour que les pièces s'emboîtent, pour traduire de façon juridique un récit factuel ardu à composer parce que les événements se sont déroulés loin, dans un lieu obscur, troublé et meurtri, difficile à imaginer, parce que le récit est complexe, plein d'intermédiaires louches, de mots codés et d'occultations volontaires. Elles ne viendront pas à bout de toute l'affaire, le savent et l'admettent. Elles ne sont ni juges ni enquêtrices, connaissent leur rôle et ses limites. Faire suffisamment bien pour convaincre les juges d'instruction d'ouvrir une enquête, pour caractériser chaque infraction identifiée en lui donnant corps, en réunissant assez de faits et de preuves. Ces infractions se sont imposées à elles, nombreuses. Financement d'entreprises terroristes, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, exploitation abusive du travail d'autrui, conditions de travail indignes, travail forcé et réduction en servitude, négligence et complicité de crimes contre l'humanité. Jamais ce dernier chef d'accusation n'a été retenu contre une entreprise et le président de l'association leur dit que ce n'est pas raisonnable, que ça ne marchera jamais. Mais elles ont décidé d'essayer, coup de poker, parce qu'elles ont tout de suite éprouvé la justesse de ce chef pour lequel, et c'est peut-être aussi la raison qui les a poussées à le conserver, elles avancent sans jurisprudence, d'une façon flippante mais galvanisante, parce qu'elles ne répliquent rien mais ouvrent une voie et inventent. Marie-Laure le répète, elles n'iront au bout que si la plainte est exemplaire, solide, à 100%. Elles ont une responsabilité, ne peuvent se permettre de faire perdre leur temps aux employés syriens ni aux juges d'instruction sur le bureau desquels finiront leurs textes et ces centaines de pièces annexées, ni aux policiers que l'enquête mettra au travail. Elles ont ce souci, pensent aux ressources de la justice dont elles connaissent les manques et les souffrances. Leur motivation ne se recoupe pas complètement et ces femmes sont plus ou moins engagées, plus ou moins militantes, mais toutes sont convaincues que les multinationales
doivent enfin devenir des justiciables comme les autres. Marie-Laure y travaille depuis des années, sait comment ces entreprises organisent leur impunité en élaborant des montages complexes, en se mettant à distance de leur chaîne de production, en créant des holdings et des filiales, en faisant appel à des sous-traitants, en tissant un voile juridique à l'abri duquel il devient facile de plaider l'irresponsabilité. On ne savait pas, c'était au bout de la chaîne, d'autres responsables, vous ne pouvez pas nous juger ici pour des crimes commis là-bas et par d'autres. Depuis des années, Marie-Laure et ses collègues de l'association Sherpa trouvent les brèches, malaxent le droit pour démontrer la responsabilité de la maison mère dans les activités de ses filiales et pour tenter de faire avancer la norme. Cette matière juridique reste neuve et la juriste doit éduquer autour d'elle, transmettre son savoir à ses confrères, aux juges, aux enquêteurs, mais aussi aux parlementaires, qu'elle tente avec d'autres de convaincre pour qu'ils fassent évoluer la loi, qui permet encore à l'institution judiciaire d'ignorer largement les crimes commis par ces acteurs puissants. Pendant cet été 2016, dans le bureau de la rue Saint-Lazare avec Tracy et Sarah, Marie-Laure est déjà devenue très forte pour faire apparaître ces liens, pour rassembler d'imparables faisceaux d'indices, pour démontrer que les maisons mères peuvent être tenues responsables de ce qui se passe ailleurs, mais dont elles décident et profitent ici. Les trois juristes s'apprêtent à quitter le bureau, la tête encombrée de mots liés à l'affaire qui continueront de circuler pendant la nuit, d'entrer en collision et de faire jaillir des idées. Elles vont rentrer chez elles, prendre un cours de danse ou boire une bière en terrasse avec un ami de retour de vacances et en se disant à demain, elles entrent dans l'espace et le temps du non-dit, savent qu'elles ne pourront rien révéler de ce qu'elles font de leur journée jusqu'au lendemain, malgré leur jeunesse et la brûlure de l'excitation qu'elles éprouvent, quand elles s'autorisent à remettre en perspective ce qu'elles accomplissent dans le petit bureau. Avant de sortir et de fermer la porte des locaux qu'elles occupent seules depuis quelques heures, elles n'oublient pas de cacher sous la moquette grise un peu tachée la clé USB contenant les preuves qui s'accumulent, et quand je demanderai à Tracy si elles ont eu peur parfois, elle me répondra d'une voix tranquille « Qui pouvait imaginer ce qu'on était en train de faire ? Qui peut soupçonner un petit groupe de jeunes femmes dans leur bureau en été ? Un groupe de filles pieds nus en combi-short à fleurs ?» Devant le palais de justice, à l'automne 2019, Marie-Laure et trois autres jeunes femmes boivent un café en attendant que la chambre de l'instruction rende une décision importante. Le procès n'a toujours pas eu lieu. Après le dépôt de la plainte en novembre 2016, une instruction a été ouverte en 2017. D'anciens responsables de Lafarge ont été mis en examen la même année et puis l'entreprise en tant que personne morale l'année suivante. Les audiences se succèdent. Devant la chambre de l'instruction et devant la cour de cassation, Lafarge mobilisant des ressources immenses, des centaines d'heures de travail rémunérées par des sommes folles. Les avocats font appel de chaque chef d'accusation, soulèvent d'interminables questions de procédure, reviennent sur la compétence des juges français, tentent de sauver les hommes mis en examen et les intérêts de la société, remettent en cause la recevabilité des parties civiles, épuisent les recours possibles pour faire traîner l'affaire, pour déconstruire la plainte et décourager les plaignants syriens qui n'ont toujours pas été dédommagés et pourraient renoncer, accepter peut-être un arrangement financier, privant ainsi le procès à venir de leur présence, le vidant un peu de son sens. Aux deux palais, Marie-Laure boit un café avec sa collègue Clara Gonzalez, mais aussi avec Canel Lavitte et Claire Tixière, deux juristes françaises qui forment l'équipe de Berlin. Il y avait tant à accomplir que Sherpa a fait appel à une association allemande connue pour son travail sur les grandes entreprises et les violations des droits humains, parce que ces femmes fonctionnent ainsi, sont prêtes à partager un dossier qui promet visibilité et succès, ne cherchent pas à en percevoir seules les bénéfices, mais plutôt à produire le travail le plus solide possible, à le confronter à d'autres regards, à penser les obstacles potentiels et à imaginer des voies pour les contourner. Elle collabore depuis près de 3 ans et tout pourrait basculer avec la décision de la Chambre. Canel et Claire sont venues de Berlin et dorment dans un Airbnb un peu pourri. Elles ont retrouvé les deux autres au café, se sont assises derrière les grandes vitres qui permettent d'observer le perron du palais. Le ciel est sombre déjà. Le froid s'engouffre et les 4 jeunes femmes peinent à se réchauffer si près de la fenêtre.
Toutes s'arrêtent de parler quand elles commencent à voir arriver les avocats de Lafarge au tribunal, dans des costumes dont chacun devait valoir plus d'1 mois de nos salaires. Pendant plusieurs minutes, ils sortent les uns après les autres de leur berline aux vitres teintées et, on les a comptés, ils étaient 19, tous des hommes. Les avocats de l'entreprise et de ses dirigeants, des avocats derrière lesquels des dizaines de collaborateurs et de stagiaires contribuent à chaque étape, produisent des écritures, des observations, des demandes d'actes et de requêtes en nullité, des forces considérables. Mais quand elle me raconte ce souvenir, à aucun moment Cannelle ne me fait part d'un découragement. Elle sourit, son regard noir et pénétrant derrière ses lunettes rondes, ses cheveux longs, bruns et mousseux rassemblés en une queue de cheval, sa voix posée, son esprit semblant toujours fonctionner dans une grande clarté. Elle se contente de faire état du rapport de force et ajoute « On est habitué ». Et sans doute les 4 femmes éprouvent-elles aux 2 palais un certain plaisir à ce déséquilibre. Derrière la vitre, sac à dos et tote bag à leurs pieds, visage de novembre un peu blafard mais radieux, elles comptent les types en costume qui sortent de leur voiture. Lorsqu'il m'arrive de raconter cette dernière scène à des amis, il ne manque presque jamais de mentionner David et Goliath, ravivant en moi la saveur d'un plaisir ancien, éprouvé pendant l'enfance à l'évocation de cette histoire dont j'ignorais les détails, mais savais qu'elle faisait triompher la ruse et le plus faible. Je vois à présent que ce mythe est imprégné d'un imaginaire guerrier, d'un imaginaire de conquête bien éloigné de ce qui m'occupe ici. Pour d'autres, les femmes à l'œuvre font surgir le personnage d'Erin Brockovich, reine de beauté autodidacte qui s'attaque par hasard à une puissante entreprise, héroïne irrésistible mais presque enfantine, courageuse, impulsive et colérique, un peu perdue. Si loin de Marie-Laure, Tracy, Sarah, Claire, Cannelle et Clara, qui ont décidé de jouer un jeu pour tenter d'en modifier les règles. C'est un combat qui s'invente, qu'elles ne sont pas les seules à mener, mais qui reste discret, commence à se laisser entrevoir, un combat qui s'invente avec ses formes, sa langue, ses armes, ses actrices et ses alliés. La première fois que Marie-Laure me parle assez longuement, nous sommes dans un café, près de la mairie du 11e arrondissement à Paris, assises à une table que nous avons mis du temps à choisir, pour trouver à la fois un peu d'air et de tranquillité. Je découvre la juriste, dont l'histoire s'est mêlée à celle d'une affaire qui a fini par la pousser à quitter son poste et à trouver d'autres voies pour mener une lutte qu'elle a contribué à imaginer. Ce jour-là, tandis qu'elle joue un peu avec la bouteille vide de son jus d'abricot, elle me rapporte ces paroles de l'anthropologue Margaret Mead, qu'elle sait ne pas citer de manière exacte. N'oubliez pas qu'un petit groupe de personnes déterminées et conscientes de ce qu'elles font peut changer le monde. Je n'y peux rien si cette histoire ne compte d'un côté que des femmes et qu'elles se retrouvent confrontées à des gens qui sont presque tous des hommes, depuis la cimenterie syrienne de Jalabia jusqu'au siège de la rue des Bellefeuilles dans le 16e arrondissement de Paris, jusqu'au grand cabinet d'affaires impliqué. Je ne peux rien à l'aspect caricatural de cette histoire, mais ne peux m'empêcher de penser qu'il n'est sans doute pas anodin. J'ai voulu raconter le travail de ces femmes. À chacune, j'ai demandé si elle voulait bien me parler de sa trajectoire et de ses convictions, si elle voulait bien m'expliquer sa pratique. Toutes ont accepté, ont répondu à la plupart de mes questions, sans jamais partager d'éléments touchants au fond de l'affaire, sans jamais dévoiler ce qu'elles n'avaient pas le droit de dévoiler, sans savoir ce à quoi mon livre finirait par ressembler. En 2024, l'affaire Lafarge n'a toujours pas été jugée. Des centaines de documents sur les milliers que compte le dossier se sont répandus, sont passés dans des dizaines de mains, ont été cités et repris, des messages, des comptes rendus de réunions, des chiffres extravagants, tonnes et milliards, des procès-verbaux d'audition et de garde à vue, des arguments juridiques, des noms et des prénoms, des dates, des mots qui reviennent et jalonnent les récits lus et entendus dans les journaux et les reportages. À mon tour, j'utilise cette matière dont d'autres se saisissent pour établir leur version des événements, relier comme ils peuvent les faits, pour servir leurs intérêts ou jeter quelque lumière sur un versant de l'histoire. Je décide de m'y atteler aussi, de produire un récit parmi d'autres sur une affaire que je dois raconter pour tenter de dépeindre l'œuvre accomplie par le petit groupe d'avocates et de juristes, pour que l'on puisse s'engouffrer derrière elles dans la brèche qu'elles ouvrent et les suivre,
Il me faut prendre appui sur ces éléments échappés, sur ces fragments de réels solides et irréfutables, ces citations, chiffres, noms et documents que la fiction aide parfois à relier, sans chercher à combler tous les creux ni à trancher dans cette affaire dont les protagonistes restent présumés innocents, dans cette affaire dont le ciment compose les fondations et le décor, une matière qui s'obtient après avoir extrait, concassé, broyé et brûlé du calcaire avec d'autres roches, qui permet de faire prise quand elle est mélangée à l'eau, qui se transforme en un liant assurant la résistance du béton, une matière grise, à la fois poussiéreuse et pulvérulente, malléable et robuste, qui circule partout dans des sacs ou des camions ventrus, 4 milliards de tonnes produites chaque année, si lourdes sur la Terre, une matière qui inonde toutes les villes de la planète et semble faire tenir notre monde tel qu'il s'invente et s'érige depuis plus d'1 siècle. Chapitre 1. Pendant des années, penser à l'usine syrienne de Lafarge, à cette gigantesque cimenterie bâtie par la filiale de l'entreprise dans une zone désertique, faisait toujours émerger dans mon esprit les mots « au milieu de nulle part ». Ils s'étaient logés en moi à la lecture d'une pièce consacrée par le dramaturge syrien Mohamed Al-Attar à l'affaire Lafarge, dans laquelle un personnage, prénommé Ahmad, se voit proposer un poste dans l'usine qui finit de sortir de terre et prononce cette phrase « Pourquoi aurais-je envie de déménager au milieu de nulle part ?» Il finit par accepter, parce que le salaire est bon, que l'entreprise est prestigieuse, que la cimenterie est la plus grande du Moyen-Orient et la plus moderne du pays. Mon premier jour, ils nous ont emmenés en van jusqu'à l'usine, moi et les autres employés vivant à Manbij. C'était plus loin que je ne le pensais. Nous avons laissé derrière nous les villages et les maisons pour nous retrouver dans le désert, semés ici et là de terres agricoles. Et puis, l'usine nous est apparue de loin dans la plaine. En nous rapprochant, nous avons commencé à prendre la mesure de sa dimension. Immense. Quand nous avons franchi à pied la porte principale, j'étais terrifiée. « Dans quoi t'es-tu fourré ?» me suis-je dit, en ayant l'impression d'avoir été avalée par une grotte géante. Sur une photo satellite, je distingue un grand rectangle cerné d'un dégradé d'ocre, de beige et de marron. Au nord, une route bien nette et au sud, 2 taches blanches au contour brouillé, la carrière de calcaire. Pour tenter d'entrer, j'observe des images prises depuis le sol, de trop près pour tout réunir ou de trop loin pour laisser percevoir les détails, et j'identifie des éléments encore anonymes. Un grand bâtiment lisse et blanc qu'on dirait construit en Lego avec ses derniers étages en escalier et ses fenêtres étroites. 2 ensembles de longs bâtiments bas, une cheminée étroite, grise, cernée de bandes rouges dans sa partie supérieure. Des silos. Un grand dôme blanc pareil à un chapiteau. Une tour bardée d'un échafaudage métallique. Des convoyeurs à bandes, des entrepôts, des espaces laissés vacants, de grands réservoirs, des routes et une vaste montagne de charbon. Autour, la plaine plus ou moins désertique, dont les petites collines se couvrent au printemps de fleurs sauvages, de touffes d'herbe et de quelques moutons venus paître, des îlots de petites maisons et la M4, la route qui traverse le nord syrien d'est en ouest, depuis Latakié sur la côte, long bandeau sombre de 2 voies qui se déploie à quelques dizaines de kilomètres au sud de la frontière turque, traverse Alep, puis l'Euphrate, longe l'usine et s'étend jusqu'à l'Irak, Mossoul et Erbil. Cette idée du milieu de nulle part a nourri mon désir de dévoiler les liens, de suivre les employés qui chaque jour arrivent et repartent, suivre le charbon, le fioul, la pouzzolane, le calcaire et le basalte qui entrent pour que le ciment sorte, transportés dans des camions conduits par des hommes qui le vendront à d'autres, suivre le gaz carbonique qui s'échappe en masse, 1 tonne par 1 tonne, se répand dans l'atmosphère, la réchauffe en retenant les rayons infrarouges émis par la Terre, suivre le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote qui franchissent le mur d'enceinte protégeant les 120 hectares de la cimenterie, se déplacent et pénètrent les hommes, les femmes et les enfants qui prennent leur souffle pour dire quelque chose ou respirer calmement la nuit, suivre la poussière arrachée à la roche concassée, qui volette et se dépose à des kilomètres à la ronde, suivre les ordres, les bons de commande, les contrats,
les informations et les décisions qui circulent sans relâche entre le siège parisien de la rue des Bellefeuilles, Damas et Djalabia, suivre l'argent, dollars et livres syriennes que certains font entrer et d'autres sortir, l'argent que les dirigeants prévoient de gagner et de dépenser, les centaines de millions investis, l'argent qu'ils finissent par distribuer aux groupes armés de la zone pour que tout continue à entrer et sortir, alors que la guerre et les crimes ont commencé à meurtrir cette zone longtemps ignorée du monde, qui en devient alors, pour un temps, l'un des points les plus surveillés, dans une sorte de surchauffe, un territoire dont les villes voient leur nom se frayer un chemin jusqu'à nous pour être répétés encore et encore, ressassés comme si on les avait toujours connus. Alep, Kobané, Raqqa, alors que la géographie de nulle part se dessine par bribes, toujours un peu nébuleuse, alors que ces noms s'associent à des peurs anciennes, guerre et terreur. Un instant seulement, car on se défait de la menace en se souvenant que non, ce milieu de nulle part ne peut pas vraiment nous concerner, alors que d'autres liens se nouent encore, que des hommes et des femmes choisissent de se mettre en chemin vers ces terres-là et qu'ils se mettent même là-bas à discuter des crimes qu'ils pourraient commettre ici. Place de la Concorde, Bachar al-Assad est assis dans la tribune officielle le 14 juillet 2008 pour célébrer le soulèvement d'un peuple ayant renversé le pouvoir qui l'oppressait. Sans doute peut-on trouver dans cette image un point de départ possible, dans les visages empreints de ce qu'il faut de gravité, les poignées de mains emphatiques, la conscience perceptible dans les corps, un peu raidis mais vibrants de leur importance, de composer un moment historique et d'être scrutés en train de le faire. Assad, mais aussi Moubarak, bien assis dans leurs fauteuils cossus, larges, velours rouge, accoudoirs dorés, tous les deux portant des cravates rayées et des lunettes de soleil, petit verre fumé pour le second, monture étroite et noire pour le premier, qui arbore un costume gris assorti à la robe de sa femme, dont les médias du monde occidental louent la rassurante élégance. J'essaie d'isoler les images de ce qui les a recouvertes, de retrouver un peu de ma colère d'alors, d'avant la Révolution et son écrasement. L'histoire était déjà longue. Il y avait eu les massacres du père et déjà les crimes du fils. Les opposants emprisonnés, le monde souterrain des prisons, la torture, les jeunesses laminées, la peur usant les vies de celles et ceux qui ont grandi avec, la peur de parler, la peur d'être dénoncé pour rien, la peur de ce qui peut frapper n'importe quand, la peur qu'un seul, quelque part, décide que votre carrière doit prendre fin, la peur de voir ses enfants disparaître. Il y avait eu l'anéantissement de Rafik Hariri en 2005, quand le Liban avait mis fin à l'occupation syrienne, la force de l'explosion spectaculaire, 1000 kilos d'explosifs contenus dans un camion qui avait pulvérisé 22 personnes, détruit des dizaines de voitures, fait exploser des milliers de vitres, creusé dans la route un gouffre de plus de 10 mètres qui avait anéanti et clamé dans le même temps qu'il était possible d'anéantir sans être puni. Bachar al-Assad était place de la Concorde et quand on osait remettre en question le bien fondé d'une telle invitation, les concepts de réal politique, modernisation et diplomatie économique étaient brandis en réponse, ce qui signifiait que l'économie syrienne se privatisait enfin, s'arrachait à son modèle socialiste et étatique, s'ouvrait aux investissements étrangers et qu'il ne fallait pas manquer cette occasion. Certains disaient même que faire affaire avec ce régime pouvait contribuer à le rendre fréquentable, dans cette façon pleine d'hubris d'avancer sans mémoire, comme si tout commençait avec soi. Bachar al-Assad, costume gris et lunettes noires sur le tapis rouge, n'a rien eu à concéder. On s'émeut un peu. Ségolène Royal déplore l'intolérable épreuve des militaires qui doivent défiler devant Assad, certains parmi eux ayant eu idée de se souvenir des assassinats de l'ambassadeur français au Liban et des chiffreurs de la DGSE, de la disparition de Michel Seurat, faisant comme si l'histoire n'avait pas commencé avec les présidentielles de 2007 et évoquant une atteinte à la mémoire. Ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner se contente de prononcer ces mots d'une déconcertante mollesse. « Cela ne me remplit pas d'aise. » Bachar al-Assad et sa femme reviennent à Paris en décembre 2010 pour une escapade amoureuse dans la plus romantique des capitales. Dans les journaux, les récits de leur visite sont ponctués de Bachar et d'Asma,
comme s'ils étaient deux vieilles connaissances, l'usage des prénoms éteignant les résonances glaçantes du nom et révélant une façon de regarder ceux qui viennent de l'Empire d'autrefois et que l'on pense avoir enfin domestiqués. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni les invitent à l'Élysée pour un déjeuner. Des photos sont prises dans un salon du palais, les deux couples attablés en petit comité avec Claude Guéant, les fauteuils sont tapissés d'un tissu bleu ciel et une nappe blanche brodée de papillons colorés recouvre une table ronde, dont le centre est orné d'un bouquet de fleurs rose pâle. Sur l'une des photos qui paraissent dans Paris Match, il rit aux éclats, 3 mois seulement avant le début de la révolution syrienne. Pour la première fois de ma vie, je regarde BFM Business, une ancienne interview de Bruno Lafont, le PDG de Lafarge à l'époque de l'affaire, filmée avant que les faits ne soient révélés, mais alors que l'entreprise avait déjà conclu des accords avec Daesh, déjà versé plusieurs millions d'euros au groupe dont les crimes étaient connus, déjà exposé ses employés syriens au danger quand les expatriés avaient été mis à l'abri. Une interview filmée dans un temps où, pour des raisons que j'aimerais tant parvenir à élucider, les dirigeants de Lafarge et de sa filiale ne semblaient pas percevoir l'énormité de ce qui s'était produit. Sur le plateau aux couleurs sombres et à la lumière douce, Lafont est encore PDG du 2e cimentier du monde. On est en février 2015, il a 58 ans, se détache sur un fond de chiffres couchés qui dessine une longue perspective, porte un costume bleu foncé, une chemise bleu clair et une cravate entre le rose et le rouge qui va terriblement bien avec le décor. Il est assis devant une large table chromée qui dissimule sa petite taille, a le teint hâlé, le nez droit, les cheveux encore bruns, à peine grisonnants et séparés par une raie bien dessinée. Ses sourcils bougent quand il parle. Il est rasé d'aussi près qu'on peut l'être, et malgré le très léger sourire qui vient régulièrement soulever ses lèvres fines, il dégage un air dur, sans doute à cause des rides marquées qui descendent des ailes de son nez jusqu'au coin de sa bouche, peut-être aussi à cause de son regard clair et froid. En repensant à ces images de Bruno Lafont, je ne peux m'empêcher de les rapprocher de celles qui ont été tournées en 2023, quand il a reçu des journalistes d'enquête exclusive dans sa grande maison bretonne, alors qu'il avait déjà été forcé au départ et poussé à la retraite. Il était filmé dans son jardin bien entretenu, chemise au premier bouton ouvert, cheveux gris en bataille et cigario à la bouche, un air vaguement mélancolique. Mais en 2015, sur le plateau de BFM Business, Lafont commente les comptes de Lafarge, qui s'apprête à fusionner avec le cimentier suisse Holcim, perspective cruciale, ligne de mire aveuglante pour les dirigeants de la société. Il faut réussir l'opération financière, imposer le récit qu'on en fera et sauver sa place. Quand il sourit pour dire « Vous savez, il faut être un peu schizophrène quand on fait une fusion ». Sa bouche ne bouge qu'à peine, mais ses yeux se plissent, ses sourcils se relèvent et ses bras s'ouvrent un peu. Je sais peu de choses de ce monde où l'on s'amuse de ce type de commentaires, mais je tente de m'en approcher. J'entends les cigarettes dans sa voix, une tension qui ne doit presque jamais se relâcher, une impatience, une légère difficulté à communiquer et un certain ennui à se trouver là. Les chiffres ne sont pas aussi bons que prévu, note la journaliste sans intention d'ébranler Lafont, à qui elle s'adresse comme à une vieille connaissance qu'on se permet de chahuter un peu parce qu'on sait qu'elle pourra rebondir sans difficulté. Lafont mentionne à 2 reprises un environnement un peu plus volatile que prévu et il a préparé son discours, évoque des résultats du 4e trimestre qui expriment mal la tendance puisque le modèle qu'on a construit, très focalisé sur nos business, bien réparti en géographie, très organisé sur le plan réduction des coûts, innovation, management des investissements, c'est en train de montrer que ça fonctionne. J'ignore ce que ces mots font surgir en lui, s'ils sont raccrochés à quoi que ce soit de réel ou s'ils ne renvoient qu'à des représentations abstraites, à des schémas, à des courbes et des cartes du monde dessinées à grands traits. Bruno Lafont a étudié à HEC, puis à l'ENA, avant d'accepter un poste au ministère des Finances, qu'il n'a occupé que quelques mois parce qu'il cherchait un métier plus opérationnel. Il est entré chez Lafarge en 1983, à 27 ans, et il y a fait toute sa carrière,
y a occupé de nombreux postes et gravi les échelons. Il dirige l'entreprise depuis 2006, en est le directeur général, mais aussi le président du conseil d'administration, et si son prédécesseur avait fait le choix d'une direction générale puissante, Lafond n'apprécie pas beaucoup les gouvernances collégiales, leur préfère un exercice plus solitaire du pouvoir, assume un leadership fort, s'appuie sur son directeur financier et son directeur de la stratégie qu'il aime mettre en concurrence, supporte mal la contradiction. On le dit froid et parfois glacial, mais on salue son énergie, sa vivacité intellectuelle, sa droiture, la rapidité avec laquelle il assimile les chiffres, son goût pour le développement des matériaux innovants, sa culture de la performance et la façon dont il développe l'activité dans les marchés émergents, acquis à leur rentabilité et à leur croissance sans limite. Les succès appellent les succès. Il reçoit la Légion d'honneur, transforme son entreprise, cherche à faire entrer des femmes au conseil d'administration en développant le programme Board Woman Partner, conduit la fusion qui doit faire émerger le leader mondial du marché du ciment, tente de répondre aux grands défis contemporains de l'urbanisation du monde et du réchauffement climatique, se sent une responsabilité dans l'avenir de la planète. Il est taiseux et méfiant, se repose sur certains hommes loyaux et droits, avec lesquels il privilégie les tête-à-tête, comprend tout très vite et cache mal son agacement devant la lenteur des autres, déteste les réunions qui traînent, fait imprimer ses mails pour les lire, aime donner ses ordres verbalement mais plutôt à demi-mot, craint les traces, refuse de se faire envoyer les documents qu'il estime sensibles et préfère qu'on les lui remette, en les confiant à l'une de ses 3 assistantes de direction dans une enveloppe fermée sur laquelle on aura écrit « Confidentiel ». Lafond se méfie de tout le monde, et de ses femmes aussi, sur lesquelles il se repose pourtant, qui gèrent son agenda, ses voyages et ses réunions, passent leur temps à le protéger, à filtrer autant qu'elles peuvent, mais parfois convoquent sans délai parce qu'il y a urgence, qu'il faut tout arrêter et venir tout de suite. Elles ont appris à apprivoiser leur patron, savent quand et comment lui parler et ne pas lui parler, ne craignent pas comme d'autres son côté bloc de glace, ne redoutent pas son regard qui tétanise parfois ceux qui se retrouvent avec lui dans l'ascenseur. Pendant les dernières décennies, le groupe a connu une extension continue de son activité. L'Amérique du Nord, les pays européens et les pays en développement depuis les années 2000. Une progression par phase, un progrès irréversible. Bruno Lafond trouve beau de se déployer ainsi, d'aller à la rencontre d'autres cultures et de prendre des risques. L'aventure industrielle et internationale faisait plus rêver que notre ciment, un produit gris. Les chiffres tournent dans sa tête. 3,5 milliards de personnes vivent en milieu urbain, la moitié de la population mondiale, mais dans 25 ans, on en comptera 6,5 milliards. Il faut appréhender ces grands mouvements, faire évoluer l'organisation et la vision de l'entreprise pour les prendre en considération, tout en conservant la culture formidable du groupe, à la fois industrielle et humaniste. Quand Bruno Lafond en prend la tête, le groupe a une faible dette et le marché semble réclamer des investissements. Alors, le président-directeur général s'enthousiasme très vite en repérant Orascom Cement, cette société égyptienne présente de l'Algérie à l'Irak, mais aussi en Corée du Nord. L'intégration d'Orascom pourrait être son héritage, une opération magnifique, un coût de 9 milliards d'euros, mais des promesses immenses, des pays où la construction explose, l'Irak où la reconstruction offre un marché estimé à 500 milliards de dollars. Parmi les possessions d'Orascom, il y a le terrain au milieu de nulle part, sur lequel on pourrait faire pousser une usine immense pour 600 millions d'euros, un investissement colossal qu'il faut rapporter aux 3 millions de tonnes qui pourraient sortir chaque année de la cimenterie de Jalabia, aux 150 $ que rapportera chaque tonne. Bruno Lafond doit trouver des soutiens parmi les actionnaires principaux et choisit de commencer par convaincre son ami Paul Desmarais, JR, un Canadien du même âge que lui, au visage et à la silhouette d'homme politique américain, cheveux grisonnants, sourire impeccable et corps bien entretenu. Desmarais dirige Power Corporation du Canada,
une société internationale de gestion et de portefeuille dont les actifs consolidés s'élèvent à plus de 700 milliards de dollars et dont la mission semble simple. Accroître la valeur pour les actionnaires en assurant une gestion active des sociétés en exploitation et des investissements pouvant générer une croissance soutenue à long terme, des bénéfices et des dividendes. Avec une puissante famille belge, les frères, Desmarais détient la holding Pargesa, qui possède 50% de la holding groupe Bruxelles-Lambert, actionnaire principal de Lafarge. Lafont et Desmarais se voient plusieurs fois par an et s'apprécient. Ils se retrouvent à Paris, lors des conseils d'administration, dans le restaurant étoilé Le Doyen, ou chez Lafont, quand il organise chaque année un dîner chez lui, avenue Victor Hugo, avec certains grands actionnaires et quelques dirigeants, accompagnés de leurs épouses, à 400 mètres seulement du 61 rue des Bellefeuilles, où se dresse un grand immeuble d'angle, façade de béton et de verre derrière laquelle travaillent plus de 600 personnes. Ils se voient aussi chaque été, au mois de juillet, quand Lafont passe une journée ou deux dans la maison que le Canadien possède à Magog, au Québec, sur les rives du lac des Millionnaires. Ils jouent au golf, déjeunent et vont pêcher parfois, entretiennent une relation amicale en n'ignorant rien du pouvoir que l'un détient sur l'autre, rapport de force qu'ils savent ne jamais rendre visible parce qu'ils maîtrisent l'art de dire les choses sans les dire, partagent cette qualité nécessaire à qui veut réussir dans leur monde. Lafont appelle son ami actionnaire pour lui parler d'Orascom. Sa voix rauque, pleine d'un entrain inhabituel, quand il explique à Desmarais, qui aime aussi aller vite, qu'Orascom, c'est tout le Moyen-Orient. Une large part d'un empire détenu par les Sawiris, la famille la plus riche d'Égypte. Et quand son ami s'inquiète de l'instabilité de ces pays, Lafont rétorque qu'ils produisent du pétrole, qu'ils ont l'avantage d'être solvables. Il ajoute que l'accord comprend aussi la Corée et Desmarais s'exclame « Enfin un pays stable !» Mais Lafont précise dans un sourire qu'il s'agit de la Corée du Nord. « Je croyais qu'il se foutait de moi. Après cette discussion, j'ai signalé à Bruno Lafont qu'il ne devait pas se casser la gueule. » Paul Desmarais se laisse convaincre et soutient le rachat auprès du conseil d'administration. Il pousse pour accroître la part de la dette dans l'opération à 6 milliards d'euros, montage risqué qui permet aux actionnaires d'en profiter en stimulant un effet levier et en assurant une relution des actions. Le capital de Lafarge augmente. L'Égyptien Nassef Sawiris devient l'un de ses 3 grands administrateurs actionnaires, avec Paul Desmarais, JR, et le groupe belge GBL, représenté par Gérard Lamarche et Yann Gallienne. À la fin de l'année 2007, l'annonce du rachat d'Orascom est accueillie avec enthousiasme par les marchés financiers et le cours de l'action augmente de 12% pour saluer les perspectives qui s'ouvrent. Mais très peu de temps après, quelques mois seulement, la crise des subprimes fait chavirer les marchés. L'action Lafarge s'effondre et désormais, le groupe doit compter avec ses dettes monumentales, des investissements qu'il faut poursuivre dans des sites compliqués. Orascom, qu'on a sans doute acquis pour un prix trop élevé et un business plan difficile à tenir. La dette, qui représentait un gage de bonne santé, devient une menace selon les agences de notation et une inquiétude nouvelle commence à plomber le PDG de Lafarge, qui supporte avec difficulté qu'on lui parle de cette histoire parce que chacun sait qu'Orascom, c'est lui. Je n'avais pas prévu, personne n'avait prévu, que les marchés de la construction s'effondreraient littéralement dans les pays développés les plus touchés par la crise financière. Une crise d'une telle ampleur ne s'était jamais produite. Partout, les banques sont sauvées et renflouées alors que la crise chasse de chez eux des millions d'Américains, frappe les économies des pays développés en faisant exploser la dette et le chômage, vaciller des secteurs entiers et stagner la croissance. L'onde s'étend aussi d'une manière qui échappe aux indicateurs, fissure la confiance, vient percuter certains esprits assoupis et en conforter d'autres, ouvre au questionnement en dévoilant la nature d'un système souvent perçu comme une invisible matrice, charge des mots continuellement employés, croissance, crédit, investissement, profit, d'une suspicion nouvelle. Le regard critique s'aiguise, une défiance se propage, une colère devant l'impunité des responsables se diffuse. Lafarge vend quelques usines, conçoit de nouveaux plans d'économie,
resserre l'activité autour de ses produits historiques, ciment, béton, granulats. Le directeur financier fait une crise cardiaque dont il se remet. Les dividendes baissent. Bruno Lafont ne dort presque plus parce qu'il doit passer le cap. Et s'il parvient à passer le cap, il sait qu'Orascom devra s'avérer rentable. Dans le rapport d'activité de Lafarge pour l'année 2008, je lis ces lignes. L'intégration d'Orascom Cement est bien plus qu'une simple transaction, une histoire humaine avant tout. Lors de la réunion de lancement organisée au début du processus de rapprochement, Bruno Lafont a pu redéfinir les principes de cette opération. Apprendre à se connaître, adhérer à la feuille de route sécurité de Lafarge, dépasser les objectifs budgétaires avec une attention toute particulière portée à l'exercice 08-09, créer l'événement autour de ce rapprochement et renforcer l'élan vers une croissance future. Tous les employés ont eu un retour par le biais d'une newsletter spéciale, On Board. Nous avons organisé des Lafarge Days sur la plupart des anciens sites Orascom. Il faut partager le Lafarge Way et agir en industriel responsable dans tous les pays où nous sommes implantés. Partager cette manière de faire fondée sur nos valeurs communes qui sont le courage, l'intégrité, la responsabilité, le respect d'autrui et le souci absolu de l'intérêt du groupe. Au XVIIIe siècle, la famille Pavin a acquis au lieu-dit de Lafarge, près du village de Teil et du Rhône, une carrière de calcaire à la qualité exceptionnelle, qui permettait de fabriquer une très bonne chaux. De nouveaux fours ont été construits et l'entreprise a commencé à s'étendre, pour devenir prospère en 1864, quand lui ont été commandées 110 000 tonnes de chaux qui, chargées sur des bateaux, ont descendu le Rhône et traversé la Méditerranée avant d'être déchargées au débouché du nouveau canal de Suez à Port Saïd, pour en construire les vastes jetées. Lafarge a racheté d'autres entreprises, a construit un laboratoire pour rester à la pointe, s'est développé en Algérie, en Tunisie et au Maroc, ces colonies où les marges comme les marchés étaient vastes et où la société a appris à se déployer sans jamais renoncer à ses racines, sans cesser de revenir au mythe du Teil, où tout s'est organisé. Les logements pour les ouvriers, les magasins d'alimentation, les écoles confessionnelles et les associations sportives, où s'est forgée la légende de sa culture humaniste. La réussite d'une industrie de la construction doit toujours beaucoup à la destruction et Lafarge a prospéré après la Première Guerre mondiale, alors que le ciment remplaçait progressivement la chaux. Et puis, l'entreprise s'est adaptée, a survécu à la Grande Dépression grâce au marché colonial. Sur la page « Notre histoire » du site de Lafarge, la chronologie passe de 1939, Lafarge devient le premier cimentier français, à 1956, construction de sa première usine au Canada, occultant les efforts fournis par l'entreprise pour s'adapter pendant la guerre, pour protéger la main-d'œuvre et l'outil industriel, occultant sa collaboration avec l'occupant, la vente massive de ciment au groupe de génie allemand Organisation Todt, qui a bâti un à un les bunkers dont certains jalonnent encore les côtes françaises. De nouveau, l'entreprise a su profiter du marché et des espoirs de la reconstruction. Mais de nouvelles difficultés se sont rapidement annoncées et je lis, dans un récit hagiographique consacré à cette histoire, que Lafarge a craint ces troubles politiques qui menaçaient les régimes coloniaux. Les entreprises ont été nationalisées par les nouveaux États indépendants, mais le modèle s'est vite réorganisé, et grâce à la signature de traités bilatéraux d'investissement, la production a continué de croître, en profitant toujours plus ou moins aux mêmes. L'auteur du récit a écrit cette phrase qui convoque l'une de ces métaphores marines rebattues auxquelles les responsables incriminés dans l'affaire actuelle ont eux aussi souvent recours. Radoubant ses voiles, colmatant ses voies d'eau, le groupe s'est une fois de plus ressaisi. Bruno Lafont essaie de voyager le plus souvent possible pour sentir les usines et appréhender les marchés. Il va en Inde, en Égypte, en Algérie et même dans des lieux risqués, mais il met des guillemets parce que la notion lui semble contingente. Au fil du temps, j'ai appris à bien voyager, bien organiser le temps, bien penser la durée.
Il reste un, deux... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.